Imaginez pouvoir rentrer à l'intérieur de votre cerveau et en prendre le contrôle. Satisfaisant, n'est-ce pas? Plus de malaise, plus de stress, plus d'insomnie, plus de manque de confiance en soi. Imaginez en fait détenir le mode d'emploi de votre cerveau. Eh bien, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo et c'est ce que propose le modèle de la programmation neuro-linguistique, une discipline décriée par certains mais enseignée partout dans le monde, des plus grandes écoles de commerce en passant par les universités de psychologie les plus prestigieuses. Et la PNL nous propose un modèle du monde organisé autour de 12 présupposés, 12 lois, 12 grands principes qu'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo afin que vous puissiez les implémenter dans votre vie afin de reprendre le contrôle. C'est parti. Présupposé numéro 1, la carte n'est pas le territoire. La manière dont vous voyez le monde et la manière dont je vois le monde n'est par définition pas la même chose. D'ailleurs, il est possible que certains d'entre vous qui regardent ces vidéos aient l'impression de se faire chier en disant « Mais Tim, d'habitude il parle d'argent, de business, qu'est-ce qui vient nous faire chier avec la psychologie ?» Alors que d'autres sont en train de se dire « Putain, mais c'est ça qui est le plus important, c'est dans notre tête qu'on fait la différence, beaucoup plus que dans notre portefeuille. » Et la vérité, les amis, c'est qu'en fait, vous regardez la même vidéo, le même contenu, mais vous avez deux représentations de celles-ci qui vont être différentes. Votre représentation, c'est ce qu'on appelle la carte. Et la carte, elle est différente en fonction de tous les individus que vous avez autour de vous. Plus vous avez ce qu'on va appeler une ouverture d'esprit, une flexibilité mentale, plus votre carte sera grande. Et donc, plus par définition, elle va englober les cartes du monde des autres personnes qui sont autour de vous. Et à l'inverse, plus vous êtes étroit, peu flexible, peu adaptable, plus votre carte de monde va être serrée et plus il sera difficile de rentrer en communication avec monsieur et madame tout le monde. Je pense que vous l'avez compris, le territoire ne peut pas foncièrement être modifié. La seule chose qu'on peut modifier, c'est la manière dont on voit ce territoire, dont on se représente, dont on le vit intérieurement. Vous avez probablement déjà entendu ce dicton, on ne peut pas choisir ce qui va nous arriver dans la vie, mais on peut choisir l'impact que ces choses vont avoir dans notre existence. Et surtout la représentation, la manière de le vivre qu'on va avoir à l'intérieur, la carte n'est pas le territoire. Et en fait, ça pose question, parce que admettons que vous soyez en soirée, une soirée avec des amis, où vous parlez des prochaines présidentielles et où vous n'êtes pas du tout d'accord sur le meilleur candidat pour la France. Dans les faits, tout ça, ce n'est qu'une question de carte. Le territoire, lui, ne change pas, vous avez probablement observé les mêmes choses, vous vivez dans le même pays, vous avez à peu près une expérience similaire, mais en revanche, votre carte du monde et celle de votre interlocuteur peut-être va être radicalement différente. Et je vous invite toujours à vous poser cette question, ok, je ne suis pas d'accord avec cette personne, est-ce que ce n'est pas tout simplement qu'elle n'a pas les mêmes carte du monde que moi? Et ça implique donc ce principe de tolérance, d'écoute, et qui sait, peut-être que votre carte viendra englober la sienne par le fruit des discussions et des conversations. Présupposé numéro 2, nous évoluons à l'aide de nos 5 sens, en particulier notre sous-modalité dominante. En première année de médecine, au tout début de l'année, j'avais pris l'habitude, de manière un peu mécanique, en copiant les gens qui étaient autour de moi, de réviser et d'apprendre mes cours en les recopiant. Et je passais des après-midi entières à recopier mes cours de A à Z, parfois même à les copier plusieurs fois dans l'objectif qu'ils soient vraiment mémorisés et que je puisse m'en souvenir pour les partiels. Et arrivé au moment du premier concours blanc, je me suis rendu compte d'une chose, je n'avais absolument rien retenu. Alors que pourtant, j'avais l'impression d'avoir travaillé dur comme fer avec une méthodologie qui est éprouvée, qui est faite par d'autres étudiants, mais c'était à cette époque une erreur stratégique puisque je n'avais pas respecté ce qu'on appelle notre sous-modalité dominante. L'être humain, il agit majoritairement avec 5 sens, mais en particulier 3 qui sont les plus utilisés, à savoir l'auditif, le visuel et le kinesthésique. Le fait d'entendre, le fait de voir les choses et le fait de les sentir. Et chaque être humain, en réalité, a une dominante parmi ces 3 sous-modalités sensorielles, c'est-à-dire un canal par lequel il aura beaucoup plus de facilité à traiter l'information et à l'emmagasiner à l'intérieur de sa tête. Et évidemment, en copiant mes lignes de cours de manière mécanique, j'étais bien dans une sous-modalité kinesthésique dominante en pensant que le fait d'écrire allait me faire retenir. Et j'ai découvert un petit peu plus tard que ma sous-modalité dominante était bien le visuel. Et ce n'est donc absolument pas en écoutant un cours ou en écrivant un cours que j'allais le retenir, mais bien en le lisant, en le fluotant, en faisant des schémas, des mind maps, afin de favoriser l'encodage d'images à l'intérieur de ma tête. Dans une stratégie de négociation, c'est quelque chose bien évidemment qui peut avoir une puissance considérable. Imaginez pouvoir identifier la sous-modalité dominante de la personne qui est en face de vous. Et oui, c'est possible, je vous invite à creuser le sujet dans
dans les différents bouquins que vous pourrez trouver sur internet. Si vous tombez sur une personne visuelle, parlez-lui en visuel. Si vous tombez sur une personne auditive, parlez-lui de manière auditive. Et l'ensemble de la communication que vous allez mettre en place aura un impact considérable sur le résultat de votre négociation. Présupposé numéro 3, la communication ne vaut que par la réponse qu'elle suscite. Ce troisième présupposé, il est orienté résultat, comme vous l'avez compris, puisque si on dit quelque chose de gentil à quelqu'un, mais qu'il le prend mal, a priori, même si notre intention était gentille, on a quand même dit quelque chose qui lui a pas fait plaisir. Et en fait, l'objectif, c'est ça. La communication ne vaut que par la réponse qu'elle suscite. Par définition, si vous n'avez pas la réponse que vous espériez, remettez en cause votre communication, soit dans le fond, soit dans la forme. Il y a quelque temps, avec l'un de mes proches, on va au supermarché, on se connaissait depuis pas très longtemps, et on passe devant le rayon des écouteurs. Et j'aperçois ce qui semble ressembler à une paire de AirPods, comme les AirPods de chez Apple, mais la version Carrefour, on va dire, des AirPods. Et la personne qui était avec moi s'arrête, regarde les écouteurs, les prend dans ses mains, et spontanément, je lui fais remarquer que ce n'est pas des vrais écouteurs Apple. Un peu par souci, en fait, qu'elle ne se fasse pas avoir. Ce à quoi elle m'a répondu, je ne suis pas stupide, je sais très bien que ce ne sont pas des écouteurs de la marque Apple. Et bref, vous avez compris un point de friction à ce moment-là, alors que ma communication était bienveillante, elle était gentille, le but du jeu était de vérifier qu'elle n'était pas en train de se tromper, mais le fait de faire ça a appuyé sur le fait que je supposais qu'elle ne l'avait pas vu, elle l'a interprété comme étant de la bêtise, et par définition a mal pris le fait que je lui fasse cette remarque qui partait d'un bon fond et d'une plutôt bonne forme. Mais encore une fois, la communication ne valant que par la réponse qu'elle suscite, j'ai modifié cette dernière, j'ai reformulé mes propos et précisé que bien évidemment je ne pensais pas qu'elle ne l'avait pas vu, alors que j'aurais pu l'envoyer chier en disant « Ah bah écoute, j'y suis pour rien si tu prends tout mal ». Si vous souhaitez appliquer les principes de la programmation neurolinguistique, à partir du moment où quelqu'un ne prend pas bien une communication que vous lui avez faite, réfléchissez à la manière dont vous avez communiqué, c'est la seule clé pour pouvoir communiquer plus efficacement. Présupposé numéro 4, si quelque chose ne fonctionne pas, faites n'importe quoi d'autre, ça aura toujours plus de chances de marcher. Durant mes études, j'avais l'habitude de bosser avec un ami qui lui avait comme méthodologie, vous savez, de lire son cours plusieurs fois, probablement sous modalité visuelle dominante, vous l'avez compris, et qui, avant les partiels, en fait, avait tendance à relire et à passer des heures et des heures jusqu'à la fin de la nuit à relire, à réciter dans sa tête, puis à re-relire, puis à re-réciter. À l'inverse de moi, qui avait plutôt tendance à ne pas trop relire le cours, mais à faire énormément d'exercices, et notamment des QCM, afin de mobiliser mes connaissances, de jouer avec elles et d'aller chercher le feedback à chaque fois. Ce même ami a fait un premier partiel qui n'a pas réussi, un deuxième partiel qui n'a pas réussi, un troisième qui n'a pas réussi, et à aucun moment il n'a pensé à changer la méthode qu'il avait pris depuis qu'il était jeune jusqu'à aujourd'hui, à savoir de relire son cours et de le réciter dans sa tête pour l'apprendre. Or, ce que nous dit la programmation neurolinguistique, c'est que si quelque chose ne marche pas, faites n'importe quoi d'autre, ça aura toujours plus de chances de marcher sur le plan statistique. Et c'est une des idées que je lui ai soumis d'emprunter une partie de ma méthode, de se mettre à faire des exercices, et du jour au lendemain, ses résultats au partiel ont drastiquement changé. Et en fait, ça peut vous paraître logique, mais combien de fois dans votre vie vous avez fait une fois la même bêtise, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et au bout de 4 fois, vous avez obtenu encore une fois le même résultat, mais vous n'avez pas changé votre méthode, vous n'avez pas changé votre façon de faire, votre façon de voir les choses, vous n'avez pas anticipé différemment, programmé différemment, et maintenant que je vous le dis, vous allez me dire, oui, effectivement, Tim, c'est complètement débile. Et c'est tout simplement lié par ce phénomène des habitudes qui dit que quand on a pris l'habitude de faire quelque chose en passant par un point A et un point B, il est difficile en fin de compte de faire un crochet et de passer par le point C, en tout cas ça demande de modifier ses habitudes. Faites-le, vous verrez que dans la majorité des cas, ça fonctionnera et en tout cas, ça ne peut pas moins marcher que ce que vous avez toujours fait et qui n'a pas marché. Présupposé numéro 5, le corps et l'esprit font partie d'un même système relié cybernétique. Ce cinquième présupposé a été longuement étudié par tout un tas de scientifiques, notamment Gregory Bateson, qui a énormément travaillé sur la relation entre l'esprit humain et le corps humain, au sens large, je veux dire le corps physique, les bras, les jambes, la tête, le thorax, la respiration. Et à titre personnel, j'ai vécu une expérience qui m'a prouvé qu'effectivement ces deux éléments sont interreliés de manière très puissante lors d'une formation que j'ai effectuée en psychologie il y a quelques années déjà, où le formateur a tout simplement demandé à une personne qui souffrait de dépression de sortir dans la rue et d'aller marcher pendant 2h30 en faisant le tour des pâtés de maison, en regardant avec son regard et en fixant le toit des immeubles qu'il y avait autour d'elle. Évidemment, au moment où il a proposé cet exercice, j'étais à 10 000 années-lumière de penser que cette personne qui avait un problème de morale allait
être amélioré par le fait de faire une marche en plein air. Mais c'est absolument sous-estimer la relation entre le corps et l'esprit que je n'avais pas intégré à l'époque, puisque cet exercice va obliger la personne à regarder en l'air, à sortir le thorax, à sortir la poitrine et symboliquement à prendre une position qui est beaucoup plus gratifiante que celle assez classique des épaules resserrées en avant comme toute personne qui n'a pas forcément le moral. Et curieusement, au bout de 2h30, la personne est re-rentrée et a indiqué qu'elle se sentait largement mieux qu'au moment où elle était partie. Et c'est ce qu'on appelle l'exercice de la marche sur les toits, très connu que vous retrouverez dans différents bouquins de psychologie et de thérapie brève. Le jour où vous n'allez pas bien, vous avez eu un échec dans votre business, dans vos relations amoureuses, faites cet exercice de la marche sur les toits et constatez par vous-même qu'effectivement, il se passe quelque chose d'un petit peu mécanique, difficilement explicable quand on ne l'a pas vécu pour de vrai. Présupposé numéro 6, vous n'êtes pas ce que vous faites. Alors souvent dans la vie, les gens vous diront si tu as trompé ton partenaire par exemple, ça veut dire que tu es quelqu'un de malhonnête. Ça, sur le plan psychologique, dans la construction de la personnalité, c'est complètement faux. Ce n'est pas parce que tu fais un acte de malhonnêteté que tu es quelqu'un de malhonnête. D'ailleurs, il y a des gens qui sont malhonnêtes dans le côté professionnel et qui sont très honnêtes dans leur vie personnelle. Et l'inverse est également vrai. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas réduire quelqu'un, vous ne pouvez pas vous réduire à un comportement que vous avez eu. Ce n'est pas parce qu'un jour vous avez été méchant avec une personne que cela fait de vous quelqu'un de fondamentalement méchant. Et ce présupposé, il est important puisqu'il favorise en fin de compte le changement, l'introspection, l'amélioration de soi-même, le développement personnel, à l'inverse du côté identitaire qu'on peut donner à un comportement. Tu es quelqu'un de malhonnête, pourquoi faire des efforts pour changer puisque ça fait partie de ta personnalité et que c'est l'étiquette qui sera collée à tout jamais sur ton front. Et si certains d'entre vous qui regardent cette vidéo ont déjà regretté d'avoir été malhonnête, d'avoir menti, d'avoir été méchant, sachez qu'il n'est pas trop tard pour se rattraper, tout simplement parce que vous n'êtes pas ce que vous faites. Présupposé numéro 7, il n'y a pas d'erreur que du feedback. Comme certains le savent, quand j'étais plus petit, je faisais énormément de danse, notamment de la danse hip-hop, et j'avais l'habitude d'aller m'entraîner dans une maison de quartier de la ville dans laquelle j'ai grandi. Une sorte de grande salle rectangulaire dans laquelle chaque danseur venait s'entraîner un peu tout seul, il n'y avait pas vraiment de cours, c'était vraiment des ateliers d'entraînement individuels. Et à cette époque, j'avais l'habitude de voir un gars beaucoup plus vieux que moi qui venait s'entraîner chaque mercredi et chaque samedi pour apprendre à tourner sur la tête, ce qu'on appelle le head spin en langage un peu plus technique. Et je me souviens voir ce monsieur tourner, ne pas y arriver, essayer de tourner, ne pas y arriver, essayer de tourner, ne pas y arriver, et enchaîner pendant 2 heures, 3 heures, toute l'après-midi, de continuer à faire le même mouvement, avec le même départ, la même énergie, la même intensité, exactement la même chose. Et un jour m'est venu à l'idée de moi aussi m'entraîner à faire ce même mouvement, que j'ai réussi à acquérir en l'espace de quelques semaines, là où lui, au bout de plusieurs mois, n'avait pas du tout réussi à progresser dans celui-ci. Il est alors venu me poser la question en me disant: mais Tim, comment est-ce que t'as fait? Moi j'arrête pas de le faire et ça veut pas passer. Et en fait, il avait commis une erreur assez importante qui l'empêchait de progresser, c'est qu'à chaque fois qu'il échouait, il ne se posait pas la question: qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour obtenir un résultat différent? Et ça rejoint vraiment cet adage très connu: si vous ne pouvez pas rentrer par la porte, essayez de passer par la fenêtre. Encore faut-il avoir l'idée de se dire que la porte est fermée et qu'il faut passer par la fenêtre. Ça s'appelle aller chercher le feedback, le retour d'information quand vous n'avez pas obtenu le résultat que vous souhaitiez obtenir, peu importe ce que vous avez entrepris, afin de modifier ce que vous êtes en train de faire, de modifier votre stratégie, l'intensité, l'énergie que vous y mettez, dans le but d'obtenir un résultat différent. Continuer de faire la même chose continuellement en espérant un résultat différent, c'est tout simplement de la folie selon Albert Einstein. Raison pour laquelle il est essentiel d'aller chercher le feedback. Si vous avez voulu acheter un appartement que vous n'avez pas pu parce que vous n'avez pas obtenu votre crédit bancaire, il est super important de demander à votre banquier un feedback. Pourquoi est-ce qu'il ne vous a pas suivi sur cette opération? Pourquoi est-ce qu'il ne vous a pas financé? Et tout le monde sera d'accord avec moi que si vous avez un dossier, vous allez le présenter dans une banque, qu'il est refusé, que vous ne savez pas pourquoi, présenter le même dossier dans 10 autres banques différentes sans rien modifier, c'est très clairement se tirer une balle dans le pied. Moralité de l'histoire, allez chercher votre feedback dans chaque expérience afin de progresser le plus vite possible. Présupposé numéro 8, tout peut être appris à condition qu'on le divise en parties suffisamment petites. Si je vous demande de perdre 12 kilos dans les 3 prochains mois, la plupart d'entre nous, vous allez me dire: Tim, impossible, 12 kilos en 3 mois, c'est énorme. À l'inverse, si je vous demande de perdre 1 kilo par semaine pendant 12 semaines au total, vous allez déjà me dire que c'est beaucoup plus réalisable alors qu'il s'agit du même objectif. Et si encore plus loin que ça, je vous demande de perdre 150 grammes par jour, et encore plus loin que ça, si je vous demande de perdre 150 grammes par jour pendant
pendant une durée de 90 jours, ce sera encore plus atteignable alors que c'est encore une fois le même objectif. Et ça tout simplement parce que le cerveau humain a beaucoup plus de mal à se projeter dans l'atteinte d'un résultat si jamais il est important et qu'il ne voit pas les différentes briques qui vont lui permettre d'aller vers ce sommet de cette montagne. Et c'est là en fait toute la différence entre quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de travailleur. Une personne qui est intelligente, c'est une personne qui va pouvoir avancer via des grosses briques, des gros morceaux vers l'atteinte de son objectif. À l'inverse, une personne qui est travailleuse, un bosseur comme on dit, c'est quelqu'un qui lui va mettre énormément de petites briques en place, mais qui va pouvoir les abattre les unes après les autres en divisant son travail en plusieurs petites tâches. Et c'est pour moi dans la conduite d'un projet une des premières étapes que j'effectue à chaque fois. Je prends mon application Asana, je trace la ligne de conduite du projet, d'où est-ce que je pars, où est-ce que je veux aller, et je divise ce trajet en plusieurs étapes, en plusieurs balises, avec des temps forts et des temps faibles, avec des moments très actifs, des moments un petit peu plus passifs. Ça va me permettre tout simplement de me projeter dans l'atteinte de cet objectif et de commencer à passer à l'action le plus vite et le plus efficacement possible. Présupposé numéro 9, un choix est meilleur qu'un non-choix. Dans la vie, retenez que de manière générale, le plus vous avez de choix, le plus vous avez de possibilités qui s'offrent à vous, le plus ce sera confortable pour vous de prendre les meilleures décisions au meilleur moment. Et dans une situation de blocage qui pourrait vous arriver, une situation où vous ne savez pas trop par quel bout prendre le problème en question, faites toujours cet exercice assez simple, assez basique de prendre une feuille, de noter la problématique qui s'adresse à vous et de noter toutes les options qui s'offrent à vous à partir de maintenant pour modifier la situation actuelle. Et parfois on a l'impression d'être emprisonné, on a l'impression qu'on n'a pas le choix de prendre telle décision, de faire telle action, de dire telle chose à telle personne. Et bien souvent c'est pas parce qu'on n'a pas le choix, c'est parce qu'on n'est pas allé chercher plus de choix et plus de possibilités qui s'offrent à nous. Ce petit exercice assez simple avec une feuille et un crayon va vous permettre de remettre en perspective les différentes options qui s'offrent à vous. Et un choix étant meilleur qu'un non-choix, dans tous les cas, essayez toujours de vous donner le plus de cartes possible dans votre jeu et non pas de jouer celle qui ressortait du jeu le plus possible sans avoir regardé les autres de manière impulsive et mécanique. Présupposé numéro 10, un individu fait toujours le meilleur choix parmi ceux qui sont à sa disposition. Et en fait, avec ce présupposé, le regret n'a aucun sens. Puisque si vous aviez pu faire mieux à ce moment-là, vous auriez fait mieux. Et ça peut paraître basique, mais posez-vous la question, le nombre de fois où vous avez regretté d'avoir fait quelque chose ou n'avoir pas fait quelque chose. En fait, le regret ne sert à rien, puisque si vous aviez pu faire mieux à ce moment-là, vous auriez fait mieux. Et souvent, on a tendance à se dire, ah oui, mais si j'avais su, j'aurais fait différemment, j'aurais pas dû jouer cette carte. Oui, mais les amis, vous n'aviez pas d'autres cartes à ce moment-là. Et même si vous en aviez d'autres, vous ne pensiez pas que c'était les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'un individu fait toujours le meilleur choix en fonction de ceux qui sont à sa disposition. Donc pas de regret, pas de remords. Si vous auriez pu faire mieux, vous l'auriez fait. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous ne pouviez pas le faire. La seule chose sur laquelle vous avez de l'emprise, c'est d'augmenter le nombre de cartes que vous avez dans votre jeu, de faire grandir votre carte du monde, comme on l'a vu au début de cette vidéo, afin d'avoir plus de flexibilité, plus d'ouverture d'esprit. Et grâce à ça, la prochaine fois qu'une difficulté se présentera, que vous aurez à choisir de jouer une des cartes qu'il y a dans votre jeu, vous aurez probablement le recul nécessaire pour en prendre une qui vous permettra d'atteindre efficacement votre objectif. Présupposé numéro 11, la loi de la variété requise. Cette loi, elle est un petit peu connexe de ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique et notamment ce qu'on appelle les thérapies systémiques. Et elle nous dit que dans un système donné, un ensemble de personnes par exemple, l'individu qui aura le plus de flexibilité sera celui qui contrôlera ce système. Et ça rejoint encore une fois la carte du monde. Plus votre carte est large, plus vous avez la possibilité de comprendre n'importe qui se trouve autour de vous, plus vous aurez la possibilité de contrôler les gens qui sont autour de vous. Par définition, le pouvoir dans un ensemble de personnes, c'est la capacité d'adaptation, c'est le fait d'arriver à modifier son comportement, à modifier son état de pensée, à modifier la manière d'interagir avec les autres, et tout ça va avoir une influence considérable sur l'impact, l'emprise que vous allez avoir sur votre entourage. Moralité de l'histoire, faites preuve de flexibilité, travaillez votre flexibilité, et pour ça, essayez de rencontrer régulièrement des gens qui ne pensent pas comme vous, qui ne sont pas comme vous, et tâchez à chaque fois de comprendre la carte du monde de la personne qui est en face de vous, même si vous n'avez pas le même territoire. Présupposé numéro 12, chaque personne a en elle les ressources nécessaires pour effectuer les changements qu'elle souhaite vraiment. C'est sûrement le plus connu de tous, celui qui a été le plus repris, le plus transformé dans tout un tas de médias grand public, et implicitement ce présupposé, il apparaît dans quasi tous les discours de motivation
formation que vous trouverez sur YouTube. Si vous êtes vraiment capable de vous imaginer en train de réaliser ce projet, alors par définition, ça veut dire que vous avez au fond de vous les ressources nécessaires pour accomplir ce projet. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Si vous pensez que quelque chose va se passer, il y a plus de chances que cette dernière se passe. Si vous pensez que vous êtes capable d'aller acheter votre premier bien immobilier rentable en 2024, il y a de fortes chances que cette stratégie se passe. Et c'est là où travailler notre psychologie, travailler notre psyché a un vrai intérêt dans le sens positif du terme, puisque si vous êtes défaitiste, si vous pensez que ça va pas marcher, si vous pensez que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas les ressources, eh bien dans les faits, vous avez raison, mais si vous pensez que c'est possible, dans les faits, vous avez également raison. Le cerveau humain aura toujours tendance à créer ce qu'il est capable d'imaginer, et donc si vous n'êtes pas capable d'imaginer atteindre cet objectif d'acheter votre premier bien cette année, dans les faits, ça n'arrivera jamais, et le point de départ du travail que vous devez effectuer, c'est de travailler sur vos croyances, sur vos idées reçues, sur vos peurs, parce que c'est grâce à ça que vous pourrez passer à l'action efficacement dans le futur. Voilà pour ces 12 présupposés de la PNL. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo sur cette thématique vous intéresse ou pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse pas du tout. Mais si tel est le cas, je tâcherai d'en faire un petit peu plus souvent, en espérant en tout cas que ça vous donne des clés pour continuer à progresser, à évoluer et à atteindre vos objectifs. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Tim. Ciao!